Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une affaire qui dépasse largement Éric Tegner. Si vous regardez les réseaux sociaux, vous voyez 2 camps. D'un côté, ceux qui crient au scandale politique et de l'autre, ceux qui répondent: «Il a été condamné et circulé». Et justement, c'est là que le sujet devient intéressant. Quand tout le monde a déjà choisi son camp, une chose disparaît souvent: l'analyse, le questionnement, la compréhension des mécanismes. Et en fait, moi, ce que c'est ça qui m'intéresse le plus. Alors aujourd'hui, je ne vais pas chercher à savoir si, Tegner est coupable. Je suis pas juge. C'est le comble un petit peu de l'affaire. Je vais non pas affirmer que la justice est corrompue, je n'ai aucune preuve pour dire cela. En revanche, une question me semble beaucoup plus intéressante. Comment une institution dont la mission est d'inspirer confiance peut-elle prendre une décision qui produit autant de méfiance? C'est bien ça qui me frappe dans cette affaire. Éric Tegner a été condamné à 6 mois de prison avec sursis, ainsi qu'à des amendes, des dommages et intérêts, dans le cadre d'une enquête publiée par Frontières. Lui affirme que cette décision détourne la loi Samuel Paty. Ses opposants répondent que la justice a simplement appliqué le droit, mais le débat ne porte plus seulement sur le droit. Il porte sur la confiance, l'image de la justice, de la manière dont une décision est reçue. Et ce qui m'intéresse dans cette affaire, ce n'est pas savoir qui a raison, c'est de comprendre comment une décision de justice a pu produire exactement le résultat qu'elle semblait vouloir éviter. Regardons ce qu'en dit Éric Tegner. Vous avez été condamné en première instance à 6 mois de prison avec sursis et à 30 000 euros d'amende et de dommages et intérêts. Pourquoi? Pour une enquête publiée dans les colonnes de Frontières, dont on va voir la une: invasion migratoire, ONG, avocats, juges, journalistes, passeurs, les coupables. On commence par poser les contextes de l'affaire. Donc il y a 6 mois de sursis, une amende de 30 000 euros avec tous les éléments qu'il doit payer et notamment les intérêts aux parties adverses. Puis il introduit immédiatement la loi Samuel Paty. Et c'est un choix très efficace parce qu'il ne construit pas encore une démonstration juridique, il construit un récit. Le schéma est simple. Un journaliste mène une enquête, une institution le sanctionne. Et cette sanction s'appuie sur une loi associée dans l'esprit du public à l'assassinat de Samuel Paty. Avant même d'entrer dans les détails, une question apparaît. Comment une loi créée après un attentat islamiste peut-elle être utilisée contre un journaliste? D'un point de vue communicationnel, l'accroche est redoutable. On va le voir par la suite. Tegner raconte ensuite sa propre désillusion. Il explique qu'il croyait au fonctionnement normal des institutions avant cette affaire. Cette mécanique fonctionne parce qu'elle crée de l'identification. Le spectateur ne suit plus seulement une affaire, il suit une expérience vécue. Mais il faut distinguer un récit d'une preuve. Même si plusieurs questions méritent d'être examinées, le récit ne démontre pas à lui seul la conclusion. Lorsqu'il affirme que la loi a été dévoyée, il passe d'un fait à une interprétation. Or, les indécis demandent généralement davantage que des interprétations. Ils demandent des preuves. On croit souvent qu'une institution sera jugée sur ses intentions. En réalité, elle sera jugée sur ses résultats. Si une décision produit davantage de défiance que de confiance, le public retiendra la défiance, pas les intentions. Et là, la justice, est-ce qu'elle a obtenu le résultat qu'elle recherchait? Ou a-t-elle offert à Tegner le récit parfait du journaliste opposé au système? Car lorsque je regarde cette séquence, je vois avant tout une bataille de récits. Et pour l'instant, c'est probablement sur ce terrain que Tegner marque le plus de points. Et c'est pour un dossier sur les avocats pro-migrants qui font du business autour donc de l'immigration. Et vous avez donné des exemples, nommé des avocats. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas condamné pour diffamation. Vous êtes condamné pour le simple fait d'avoir nommé des avocats dans un article de presse. Alors, qu'est-ce qui réellement a été reproché à Tegner? Selon lui, il a mené une enquête sur ce qu'il appelle le business des immigrants. Selon ses opposants, il a exposé des personnes identifiables à un risque. C'est là que les 2 camps se séparent. Les soutiens de Tegner parlent de liberté d'enquête, ses opposants parlent de protection des personnes. Et les 2 préoccupations peuvent être légitimes. Tegner, il marque un point lorsqu'il rappelle que plusieurs avocats étaient déjà connus publiquement. Ils intervenaient dans les médias, ils prenaient publiquement position. Son argument derrière est simple. Comment parler de doxing lorsque les personnes sont déjà identifiables, présentes sur plein de réseaux sociaux? C'est une question pertinente, mais elle ne clôt pas le débat.
car le sujet n'est pas seulement l'information publiée, il concerne aussi le contexte de diffusion et ses conséquences possibles. Ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas de trancher juridiquement. Je rappelle, je ne suis pas juge. C'est d'observer la communication. Parce que Tegner transforme une question juridique complexe en une question très simple. A-t-on encore le droit de citer des personnes dans une enquête? Cette formulation fonctionne. Elle est courte, elle est mémorable et elle est certainement très pertinente. Mais elle simplifie aussi fortement le sujet. Et c'est souvent le prix de la viralité. Ne devrait-on pas se demander comment protéger des individus sans empêcher les journalistes d'enquêter sur des sujets sensibles? Je vais vous dire, on a l'habitude ensemble de travailler et vous me dites parfois que je suis un peu dur. La vérité, c'est que je ne suis pas assez dur. Cette journée, elle m'a fait comprendre une chose, c'est que j'étais un grand naïf. C'est-à-dire qu'en effet, il faut que les téléspectateurs comprennent que je n'ai pas été condamné pour diffamation, je n'ai pas été condamné pour injure à caractère raciste ou pour injure publique, j'ai été condamné sur le fondement de la loi Samuel Paty. C'est-à-dire que quand Samuel Paty a été assassiné par un terroriste islamiste, les législateurs ont fait une loi pour éviter que ça arrive à nouveau. Et pour la première fois, parce que c'est historique ce qui s'est passé aujourd'hui, pour la première fois, un juge a décidé de dévoyer cette loi pour l'appliquer contre moi. Pourquoi? À partir de ce moment-là, Éric Negner ne critique plus seulement une condamnation, il critique l'outil juridique utilisé pour le condamner. C'est une différence qui est quand même assez importante. Les faits sont relativement simples. Après l'assassinat de Samuel Paty, le législateur a créé une nouvelle infraction visant à lutter contre certaines formes de mise en danger de personnes par la diffusion d'informations permettant de les identifier. L'objectif affiché était clair, éviter que des situations comparables puissent se reproduire. Et c'est exactement là où Tegner frappe. Il n'attaque pas l'objectif de la loi, il attaque son application. C'est une stratégie rhétorique très efficace. Il ne demande plus est-ce que la loi est bonne? Il demande est-ce que cette utilisation correspond à ce pourquoi la loi a été créée? Et cette question est beaucoup plus difficile à balayer. Maintenant, il faut aussi regarder les limites de son raisonnement. Lorsqu'il affirme qu'un juge a dévoyé la loi, il franchit une étape supplémentaire. Il ne décrit plus un fait, il interprète une intention. Or, c'est toujours un terrain glissant. On peut considérer que cette application de la loi est discutable, qu'elle crée un précédent problématique ou qu'elle soulève des questions sur la liberté d'enquête. Mais affirmer qu'elle a été volontairement détournée demande un niveau de preuve supplémentaire. Et à ce stade du discours, cette démonstration n'est pas apportée, même si on a envie d'y croire fortement, parce que la question soulevée mérite réellement d'être discutée. La justice pense peut-être à appliquer un texte, mais une partie du public pense voir un précédent inquiétant. La loi Samuel Paty a-t-elle été détournée? Ou alors, cette décision renforce-t-elle la confiance du public dans l'objectif initial de cette loi? Deux questions, deux camps. Pourquoi? Parce qu'on avait fait, effectivement, il y a un an, une grande enquête sur le business de l'immigration. On a essayé de faire quelque chose de construit. Pourquoi? Parce que vos téléspectateurs, Gauthier, ils ne comprennent pas pourquoi parfois il y a un clandestin violeur sous EQTF qui n'est pas expulsé. Et donc on a voulu le comprendre. On a fait une immense enquête de 160 pages. Et on s'est notamment interrogé sur les avocats en droit des étrangers. Et en fait, j'ai été condamné parce que j'en ai parlé. C'est-à-dire qu'ils ont considéré que je faisais ce qu'on appelle du doxing. C'est-à-dire que Nommer des gens et les mettre en danger. nommer les gens. Mais je vais vous dire, je vais vous parler d'une de ces 10 personnes, un de ces 10 avocats qui était présent parce que j'ai été interrogé pendant 12 heures par le juge Abobini. Eh bien, il est avocat d'Utopia 56, une association pro-migrants. Il a eu des articles dans la presse de gauche, il n'y avait aucun problème à ce moment-là qu'on parle de lui. Il revendiquait dans des vidéos son idéologie pro-migrants. En revanche, moi, quand je parle de cela dans une enquête sourcée, parce que c'est un regard plutôt critique sur l'immigration, je serais coupable de doxing. Mais c'est du grand n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on a montré comment cet avocat, par exemple, sur 2 mois, entre octobre et novembre 2024, parce qu'on a analysé 5500 décisions de justice. C'est un travail qui n'a jamais été fait en France. Il avait réalisé 93 recours au tribunal administratif, plus de 2 par jour. Il a industrialisé la défense des clandestins. Pour faire en sorte, sur d'autres cas, par exemple, on est allé sur un cas d'un clandestin en 2018 condamné pour viol pendant 6 ans. Eh bien, il s'avère qu'un de ses avocats, il a fait casser la décision du préfet pour l'expulser. Pourquoi? Parce qu'il s'était réintégré. Vous voyez, ça c'est un sujet d'intérêt général et pour ça, je risque potentiellement la prison si un jour je réitère parce qu'on veut faire en sorte que je ne continue pas mon travail. Même si elle est encore un peu présente, Tegner quitte ici la posture de victime. Il entre dans la démonstration. Et c'est probablement la raison principale pour laquelle son discours convainc autant de monde. Il présente des chiffres, des exemples, des cas concrets. Et cela renforce immédiatement sa crédibilité. Sur ce point, il faut reconnaître une vraie qualité à son intervention. Il ne reste pas dans l'abstraction. Il donne au spectateur l'impression d'un travail important existe derrière son discours.
L'exemple du clandestin condamné pour viol illustre parfaitement cette stratégie, parce qu'il transforme un débat juridique complexe en une histoire concrète que tout le monde comprend. Et les histoires marquent davantage les esprits que les statistiques. Mais un exemple ne suffit jamais à démontrer une tendance générale. Il peut illustrer un problème, il peut permettre, pas forcément d'en mesurer l'ampleur. Tegner ne démontre pas encore sa conclusion. Il construit sa crédibilité. Et dans une bataille de persuasion, c'est souvent la première étape qui compte le plus. Petit changement dans le processus, mon ordinateur est en train de souffrir la chaleur, donc je ne peux plus lancer X. Donc je passe à la vidéo que j'avais sauvegardée pour préparer la vidéo et on continue un petit peu de l'écouter. Je note que l'AFP a donné le nom du juge qui vous a condamné. Il n'y a pas de problème. Donc le Pourquoi? Parisien Parce l'a donné. Ils l'ont donné. Et je vais vous dire autre chose. Je suis fou depuis une heure. Parce qu'en fait, plein de gens ont vu la dépêche AFP, ils sont allés regarder le nom du juge. Moi, je l'avais pas fait. Moi, franchement, mea culpa, je pensais que la justice, malgré tout, malgré le fait que j'ai lu les livres de Gilles William Godnadel et Georges Fenech, ça allait le faire. Et en fait, ce juge, sur son réseau social X, c'est un militant anti-RN, pro-diversité sur tous les sujets. Il a créé une association, il le revendique dans Quotidien. Dans Quotidien, il revendique, par exemple, il veut faire rentrer une certaine diversité. On voit des femmes voilées, notamment dans son association, dans la justice. Moi, je suis pas contre que cette personne ait ses opinions. Mais à quel moment ce juge décide d'une affaire éminemment politique? Et j'ai même envie de vous dire, moi, j'ai déjà gagné mon procès à Marseille. Il y avait une centaine d'avocats. Une centaine d'avocats à Marseille, on a gagné avec mon avocat tout seul. J'ai gagné à Saint-Brieuc pour diffamation. Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'ont fait les avocats avec tous les syndicats? C'est comme le syndicat de la magistrature. Eh bien, ils ont choisi de saisir le tribunal de Bobigny. Nous, on a plaidé l'incompétence du tribunal parce qu'aucun de ces avocats ne venait de Bobigny. Ça paraissait surprenant. Et à nouveau, moi, j'étais naïf. Eh bien, j'ai compris ce soir. J'ai compris ce soir pourquoi un de ces avocats de l'ordre national du barreau de Paris, d'ailleurs candidat LFI en 2024, est-ce que j'ai le droit de le dire ou est-ce qu'on va m'accuser de doxing ce soir? Est-ce qu'on va me mettre en prison? Parce que j'ose dire qu'un des avocats en face de moi, payé par l'ordre des barreaux de Paris, ça veut dire par les avocats, s'il y a des avocats ici, c'est leur contribution, était candidat LFI en 2024. Donc c'est un procès éminemment politique qui est totalement sidérant. Maintenant, Tegner ne parle plus seulement du droit, il parle du juge, du tribunal, des avocats et du contexte politique autour du procès. Le sujet n'est pas de faire le procès du juge, je ne connais pas ses intentions, et personne sur X ne peut les connaître non plus. En revanche, comment une décision est-elle perçue quand plusieurs signaux viennent brouiller son image d'impartialité? C'est là que l'affaire devient intéressante, parce qu'une institution ne peut pas seulement être neutre, elle doit aussi paraître neutre. Prenons une image simple. Si un arbitre prend une décision de contester, le public peut encore l'accepter. Mais s'il semble proche d'une équipe, le doute apparaît. Même si la décision était correcte, la confiance repose autant sur la perception que sur la règle. Et c'est exactement ce que Tegner exploite ici. Il n'essaie pas de démontrer une faute, il accumule les signaux, le juge, son compte X, Bobigny, les avocats et leur engagement politique. Pris séparément, aucun de ces éléments ne prouve pas un procès politique. Mais ensemble, ils créent une impression. Et en communication, une impression peut devenir un problème réel. Une réputation ne s'effondre presque jamais à cause d'un seul événement. Elle s'effondre par accumulation. Puis un jour, le public ne regarde plus les faits séparément. Il regarde l'image d'ensemble et cette image devient sa réalité. Le risque, évidemment, c'est de transformer cette impression en certitude. Et là, il faut rester rigoureux. Une accumulation de signaux peut nourrir une question. Elle ne suffit pas toujours à prouver une intention. Dire cette affaire crée une perception de partialité, ce n'est pas la même chose que dire la justice a été partiale. Et cette différence est essentielle. Mais c'est justement pour cela que cette affaire pose un problème de communication. Car même si la décision est juridiquement solide, l'image produite reste fragile. Et lorsqu'une institution laisse s'installer le doute, elle doit s'interroger sur les conséquences de sa stratégie. Parce qu'une décision peut se rendre rapidement. Une confiance abîmée met des années à se reconstruire. On a donc eu une condamnation. La loi Samuel Paty a été utilisée bizarrement. Il y a eu du doxing, le juge est un peu borderline, le tribunal était choisi un peu bizarrement, les avocats ont des intentions un peu spéciales. À ce stade, je pense que nous pouvons revenir sur la question centrale. La justice a-t-elle obtenu le résultat qu'elle cherchait?
Je vais prendre un exemple simple. Imaginez une entreprise. Elle travaille pendant 2 ans sur un produit. Les équipes sont compétentes, les intentions sont bonnes, puis le produit sort et personne ne l'achète. Que regarde le marché? Les intentions ou les résultats? C'est exactement la même chose ici. La justice peut avoir appliqué le droit avec rigueur. Mais quel résultat cette décision a-t-elle produite? Lorsque je regarde les réactions, je vois davantage de défiance, davantage de polarisation et une partie du public qui considère que cette affaire confirme ce qu'elle pensait déjà de la justice. C'est là que je vois le véritable problème, car lorsqu'une institution renforce les croyances de ses détracteurs, elle doit se demander pourquoi. Une institution ne peut pas seulement réfléchir à ce qu'elle fait, elle doit aussi réfléchir à ce que les gens vont comprendre de ce qu'elle fait. Une institution ne devrait jamais seulement se demander: avons-nous le droit de faire cela? Elle devrait aussi se demander: que va produire cette décision dans le monde réel? Parce qu'une décision juridiquement solide peut produire un résultat catastrophique. C'est probablement la leçon la plus importante de cette affaire. La confiance ne repose pas uniquement sur la réalité. Elle repose aussi sur la manière dont cette réalité est comprise. Et dans une bataille de confiance, les résultats comptent toujours davantage que les intentions. Nous ne jugeons pas les intentions que nous ne voyons pas, nous jugeons les conséquences que nous observons. C'est précisément pour cela que cette affaire mérite d'être analysée bien au-delà de son aspect juridique. Finalement, je crois que cette affaire dépasse largement Eric Tegner. Elle dépasse la question de l'immigration, la question du juge ou de savoir qui a juridiquement raison. Parce qu'au fond, ce dossier nous rappelle quelque chose d'essentiel sur la communication. Une idée juste ne suffit pas. Une décision juste ne suffit pas non plus. Ce qui compte aussi, c'est la manière dont cette décision sera comprise par ceux qui la reçoivent. J'entends souvent une phrase: nous savons pourquoi nous l'avons fait. Très bien. Mais la bonne question à se poser tout de suite après, c'est: que vont comprendre les autres? Parce qu'au moment où votre message quitte votre bureau, il ne vous appartient plus. Il appartient à celui qui le reçoit. Dans cette affaire, je pense que c'est précisément là que se trouve la leçon la plus intéressante. Peut-être que la justice a appliqué le droit de manière parfaitement légitime. Je laisse les spécialistes du droit répondre à cette question. En revanche, sur le plan de la communication, il est difficile d'ignorer le résultat obtenu. Car la communication ne consiste pas seulement à agir, elle consiste aussi à anticiper les conséquences de ses actions. C'est probablement l'une des leçons les plus importantes que le marketing m'a apprises. Parce qu'une mauvaise idée peut parfois survivre grâce à une excellente communication. Mais une excellente idée peut également échouer à cause d'une mauvaise communication. Et lorsqu'une institution oublie cette réalité, elle laisse souvent ses adversaires raconter l'histoire à sa place. Au final, cette affaire nous rappelle une règle simple. Une décision peut être juridiquement défendable et pourtant désastreuse en communication lorsque ses conséquences prévisibles n'ont pas été anticipées. Parce qu'au final, les gens ne jugent pas seulement ce que nous faisons, ils jugent aussi ce qu'ils croient comprendre de ce que nous faisons. Et c'est souvent là que se joue la différence entre convaincre et échouer. C'est une question de fond, mais aussi de forme.